Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Le Fléau Atlantis de A.G. Whittle, lu par Gérard Malaba. Prologue. Il y a 70 000 ans, aux abords de la Somalie actuelle. La scientifique ouvrit les yeux, puis secoua la tête pour remettre de l'ordre dans ses idées. Le vaisseau avait accéléré sa séquence de réveil. Pourquoi? D'ordinaire, le processus était beaucoup plus graduel, à moins que... L'épais brouillard qui l'enveloppait se dissipa quelque peu. Une lumière rouge se mit à clignoter sur le mur. Une alarme? Un courant d'air glacé la traversa, dispersant les dernières volutes blanches. Elle sentit la morsure sur sa peau. Le tube dans lequel elle flottait venait de s'ouvrir. La scientifique en sortit. Le sol de métal était froid sous ses pieds nus. D'un pas mal assuré, elle s'approcha du panneau de commande. Des bulles de lumière vert et blanc pétillèrent en tous sens, par vagues, tels de petits jets de lucioles colorées jaillissant du panneau pour envelopper sa main. Ses doigts remuèrent, et l'affichage mural réagit. Oui, c'est bien ça. Il s'en fallait encore de 5 siècles pour achever les 10 000 années du cycle d'hibernation. Elle se retourna vers les autres tubes dans la pièce. 2 étaient vides, le 3e contenait son compagnon. Pour lui aussi, la séquence de réveil était lancée. Elle fit jouer ses doigts à toute vitesse dans l'espoir d'interrompre le processus, mais il était déjà trop tard. Dans un sifflement léger, son tube s'ouvrit à son tour. « Qu'est-ce qui se passe ?» ?»« Je ne sais pas au juste. » Elle fit apparaître une carte du monde accompagnée d'une série de données statistiques. Une alerte démographique. Il semblerait que nous soyons en présence d'une extinction. Et quelle en serait la source? L'affichage zooma sur une petite île noyée sous un nuage de fumée noire d'une ampleur titanesque. Un supervolcan aux abords de l'équateur. Les températures mondiales accusent une chute généralisée. Des sous-espèces sont touchées? Demanda son compagnon en clopinant jusqu'à elle. Une seule, la 8472, sur le continent central. Quel dommage, dit-il. C'étaient des sujets particulièrement prometteurs. C'est vrai, acquiesça-t-elle en s'écartant de la console. Solide sur ses appuis à présent. J'aimerais quand même aller voir sur place. Son compagnon lui jeta un regard interrogateur. Pour récupérer des échantillons, rien de plus. 4 heures plus tard, le couple avait fait parcourir à l'immense vaisseau la moitié de ce petit monde. Dans le sas de décontamination, la scientifique achevait d'enfiler son casque après avoir bouclé les harnais de sa combinaison. « Contrôle communication », dit-elle en activant le haut-parleur de son casque, debout devant la porte qui n'allait plus tarder à s'ouvrir. « Liaison audio confirmée », répondit son partenaire. « Et j'ai l'image également. Tu es paré. » Les panneaux coulissèrent, révélant une étendue de sable blanc. Au-delà d'une dizaine de mètres de sa position, la plage était uniformément recouverte d'une épaisse couche de cendres, qui s'étendait jusqu'à une arête rocheuse visible plus loin. La scientifique leva les yeux vers le ciel, obscurci par d'immenses nuées de poussière. Certes, tous les résidus, encore en suspension dans l'atmosphère, finiraient par retomber un jour, mais d'ici là, le sort de bien des habitants de la planète serait scellé, dont celui des membres de la sous-espèce 8472. La scientifique trottina jusqu'au sommet de la crête. Derrière elle, la masse sombre du vaisseau avait l'allure d'une baleine mécanique, aux proportions gigantesques, venue s'échouer là. Tout était immobile et noir, comme sur tant d'autres mondes qu'elle avait étudiés et où la vie n'était pas encore apparue. Les derniers signes d'existence ont été révélés en contrebas de ta position, azimut entre 2 et 5 degrés. « Reçu », répondit la scientifique en s'orientant. Partie d'un bon pas, elle ne tarda pas à apercevoir au bas de la pente une vaste zone rocheuse couverte d'encore plus de cendres que la plage. Plus loin, dans une paroi, elle aperçut l'ouverture de ce qui avait toutes les apparences d'une grotte de belle dimension. Mais elle dut ralentir l'allure.
Ses bottes glissaient sur les cendres et la pierre lisse, comme si elle marchait sur du verre recouvert de plumes déchiquetées. Mais avant de parvenir au but, sur le replat devant l'entrée de la cavité, elle sentit sous ses semelles quelque chose qui n'était ni de la roche ni de la cendre. De la chair et de l'os. Une jambe. La scientifique recula d'un pas pour que le dispositif de prise de vue de son casque embrasse toute la scène. « Tu vois ce que je vois ?» demanda-t-elle. « À peu près, je règle la mise au point. » Sous ses yeux apparurent alors des dizaines de corps, empilés en vrac les uns sur les autres, tout le long du chemin jusqu'à la caverne. Les cadavres émaciés et noircis se fondaient dans le décor, mêlés aux pierres sur le sol et recouverts d'un tapis de cendres. Toutes ces masses, plus ou moins enfouies, toutes ces bosses sur le sol, faisaient penser aux racines emmêlées de quelque arbre colossal qui se serait dressé non loin. À la grande surprise de la scientifique, les corps étaient intacts. « C'est extraordinaire! Aucun signe de cannibalisme. Ces survivants se connaissaient tous. Sans doute les membres d'une même tribu structurée autour d'un code moral unanimement partagé. Je pense qu'ils ont marché jusqu'ici, qu'ils sont venus se réfugier près de la mer en quête d'un abri et de nourriture. » Son collègue bascula l'affichage en détection thermique. La vision infrarouge était catégorique. Aucun signe de vie. Le message qu'il voulait faire passer était tout aussi limpide. Fais ce que tu as à faire et ne t'éternise pas. Elle se pencha pour extraire un petit cylindre d'une de ses poches. « Je procède au prélèvement, » marmonna-t-elle. Elle plaça l'ustensile au contact du corps le plus proche pour une collecte automatique d'un échantillon de son ADN. Quand ce fut fait, elle se redressa et s'exprima de nouveau d'une voix ferme et sur un ton formel. « Atterrisseur Alpha, consignation officielle au journal de bord scientifique de l'expédition. Les premières observations confirment la survenue d'un événement de niveau extinction, subi par la sous-espèce 8472. La cause probable est l'entrée en éruption d'un supervolcan, combiné à l'hiver volcanique qui en a résulté. L'espèce avait connu une période d'évolution d'environ 130 000 années locales, jusqu'au jour du présent enregistrement dans l'historique. Je vais maintenant tenter de collecter des échantillons sur les derniers survivants connus. » Prudemment, elle s'enfonça dans la bouche obscure menant vers l'intérieur de la grotte. Les lampes situées de part et d'autre de son casque s'allumèrent, éclaboussant de lumière les groupes de corps massés çà et là au pied des parois. Selon la détection thermique, tout le monde était mort. La scientifique s'aventura plus avant. Au bout d'une dizaine de mètres, il n'eut soudain plus le moindre corps. Ses yeux scrutaient partout. Là, des traces. Elle s'enfonça encore vers les profondeurs. Sont-elles récentes ? Se demandait-elle. Sur l'affichage de la visière de son casque, un petit éclat écarlate apparut tout à coup à l'extrémité de son champ de vision, du côté de la masse rocheuse. Un signe de vie ? Elle pivota sur elle-même. Et la tache rouge foncée se chargea de nuances chaudes d'ambre, d'orange, de bleu et de vert. Un survivant ? D'une pression à l'intérieur de sa paume, la scientifique rebascula en vision normale. Le survivant était une femme. Sous sa peau noire, les côtes saillaient anormalement, au point de donner l'impression qu'elles allaient jaillir de son corps à chacune de ses respirations. Sous sa cage thoracique, le ventre n'était pas creusé comme on pouvait s'y attendre, mais arrondi au contraire. La vision thermique confirma instantanément l'intuition de la scientifique. La survivante était enceinte. Comme elle s'apprêtait à prendre un nouveau cylindre pour prélever un échantillon, elle suspendit brusquement son geste. Un bruit derrière elle. Des pas lourds sur la roche. Elle se retourna d'un bloc, juste à temps pour voir l'homme qui s'approchait dans le passage exigu. Un survivant, au moins 20% plus grand et plus massif que les autres cadavres masculins qu'elle avait vus. Le chef de la tribu ? Ses côtes saillaient monstrueusement, bien plus que celles de la femme. Il leva son bras gauche pour protéger ses yeux éblouis par l'éclairage du casque.
Il avançait d'un pas chancelant et incertain. Sa main droite brandit quelque chose. La scientifique s'écarta de la survivante tout en saisissant son bâton étourdisseur. Le colosse continuait de marcher sur elle. Comme elle mettait son arme sous tension, prête à se défendre, l'homme vira subitement de bord pour venir s'effondrer contre le mur de pierre près de sa compagne. D'un geste lent, presque sans force, il lui tendit ce que contenait sa main. Un lambeau de viande en putréfaction, à l'aspect tout moucheté. La femme s'en empara pour y mordre avidement. La tête du survivant bascula en arrière et ses yeux se fermèrent. Au prix d'un effort, la scientifique parvint à conserver son sang-froid. La voix de son partenaire explosa à l'intérieur de son casque, inquiète et pressante. « Atterrisseur Alpha 1, je reçois des paramètres vitaux anormaux. Tout va bien ? Tu es en danger ?» À la hâte, elle désactiva les capteurs de sa combinaison ainsi que la transmission des données vidéo. « Négatif, atterrisseur 2, » répondit-elle posément, avant d'ajouter une précision après ce qui pouvait passer pour un temps de réflexion. Sans doute un dysfonctionnement de ma tenue. Je poursuis la collecte des échantillons des derniers survivants connus de la sous-espèce 8472. Après s'être agenouillée, elle mit en place un nouveau cylindre à la saignée du coude droit de l'homme inerte. Au même instant, son bras gauche se redressa et il vint poser sa main sur le poignet de la jeune femme, par l'ultime contact sans force d'un moribond. À ses côtés, sa compagne achevait son bout de viande pourrie, son dernier repas, à n'en pas douter. L'œil vitreux, elle fixait sans le voir le vide devant elle. Au terme de son remplissage, le cylindre émit un petit bip, suivi d'un second quelques instants plus tard, auquel la scientifique ne réagit toujours pas. Immobile, tétanisée presque, elle sentait se produire en elle une réaction inattendue. Puis la main de l'homme glissa tandis que son crâne se posait de nouveau contre le rocher. Avant même de prendre la mesure de ce qu'elle faisait, la scientifique avait chargé la carcasse inanimée de l'homme sur son épaule gauche, avant de saisir la femme pour la mettre sur son épaule droite. L'exosquelette de sa combinaison lui permettait de supporter la charge sans effort. Mais à l'extérieur, sa progression sur la crête couverte de cendres n'en fut pas simplifiée. 10 minutes plus tard, elle traversait la plage. Les portes coulissantes du vaisseau s'ouvrirent devant elle. À l'intérieur, elle déposa les corps des survivants sur 2 chariots roulants, puis se débarrassa de sa combinaison pour foncer ensuite vers une salle d'opération. Sur un dernier coup d'œil par-dessus son épaule, elle s'absorba dans son travail, lançant plusieurs simulations tout en affinant les algorithmes. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda une voix derrière elle. Saisie, elle se retourna d'un bloc. Elle n'avait pas entendu la porte s'ouvrir. Sur le seuil, son compagnon balayait la pièce du regard. Sur ses traits, la confusion cédait le pas à une folle appréhension. « Non. Tu n'es pas en train de... » Son esprit partait en tous sens, et pour finir, elle livra, dans un murmure, l'unique chose qu'elle pouvait dire. « Je mène une expérience. » Première partie. Secret. Chapitre 1er. District Orchidée, Marbella, Espagne. Le docteur Kate Warner observait la femme sanglée à la table d'opération improvisée, en train de convulser en se débattant. Les spasmes se firent plus violents et du sang se mit à couler de sa bouche et ses oreilles. Kate ne pouvait plus rien pour elle, ce qui la chagrinait immensément. Même pendant ses études de médecine et son internat, elle n'avait jamais réussi à s'habituer à voir des patients mourir, et elle espérait bien ne jamais s'y faire. Elle s'approcha et prit la main de la mourante pour la tenir jusqu'à ce que cessent les tremblements. Dans un râle et un dernier flot de sang, la malheureuse rendit son dernier soupir, sa tête roula sur le côté. Dans le silence, subitement retombé, on n'entendait plus que le sang qui gouttait sur le revêtement en plastique. La salle tout entière était tendue de lourdes bâches étanches. Dans toute la cité balnéaire, c'était le lieu qui s'approchait le plus d'une salle d'opération standard. En l'espèce,
une salle de massage reconvertie dans un centre de remise en forme réaffecté à un autre usage. C'était donc sur une table, sur laquelle de riches touristes se faisaient papouiller et bichonner 3 mois plus tôt encore, que Kate menait des expériences dont elle ne saisissait toujours pas les tenants et les aboutissants. Le sifflement d'un petit moteur électrique troubla le silence. La minuscule caméra au plafond s'éloignait de la morte pour pivoter vers Kate, comme pour l'inviter à faire son rapport. D'un geste brusque, Kate dégagea le masque devant sa bouche, puis reposa délicatement la main de la morte sur son ventre. Fléau Atlantis, essai clinique alpha 493. Résultat négatif. Sujet Marbella 2918. Kate laissa son regard se poser sur la défunte. Elle cherchait un nom à lui donner. Il refusait d'utiliser les noms des sujets, mais Kate en inventait un pour chacun d'eux. Ce n'était pas comme s'ils allaient la punir pour cela. Peut-être pensait-il que le fait de travailler sur des anonymes lui simplifiait la tâche. Mais il n'en était rien. Au contraire, personne ne méritait de n'être qu'un numéro au moment de mourir, de ne même plus avoir de nom. Kate s'éclaircit la voix. Le sujet s'appelait Marie Romero. Heure de la mort, 15h14, heure locale. Cause probable du décès, la même que pour les 30 dernières personnes passées sur cette table. Kate retira ses gants de caoutchouc en les faisant claquer avant de les jeter sur le sol recouvert de plastique, à côté de la flaque de sang de plus en plus grande. Comme elle tournait les talons pour se diriger vers la porte, les haut-parleurs au plafond grésillèrent. « Vous devez pratiquer une autopsie. Faites-la vous-même, » rétorqua Kate en jetant un regard noir à la caméra. « Kate, s'il vous plaît !» Il l'avait laissée complètement dans le brouillard. Mais il y avait au moins une chose qu'elle savait. Ils avaient besoin d'elle. Comme elle était immunisée contre le fléau Atlantis, elle était la personne parfaite pour mener les recherches. Depuis des semaines, elle jouait le jeu, depuis que Martin Gray, son père adoptif, l'avait conduite ici. Peu à peu, elle avait commencé à poser des questions. Mais en dépit des promesses, aucune réponse n'était jamais venue. Kate se racla la gorge avant de répondre d'une voix plus ferme. « J'ai fini pour aujourd'hui », asséna-t-elle en ouvrant la porte. « Attendez ! Je sais que vous voulez des réponses à vos questions. Faites un prélèvement et nous aurons une conversation. » Kate s'approcha du chariot métallique qui attendait à l'extérieur, comme 30 fois déjà auparavant. « J'ai besoin de quelque chose pour faire pencher la balance, » songeait-elle. Après avoir récupéré les tubes et les aiguilles, Kate revint faire une prise de sang à Marie. L'opération était toujours plus longue quand le cœur avait cessé de battre. Quand le tube fut plein, elle retira l'aiguille et revint au chariot pour placer le prélèvement dans la centrifugeuse. La turbine s'activa pendant quelques minutes. Derrière elle, les haut-parleurs aboyèrent un ordre. Sans même l'écouter, elle savait ce que c'était. La centrifugeuse s'arrêta. Elle récupéra le tube, le fourra dans sa poche et s'éloigna dans le couloir. D'ordinaire, elle faisait toujours un saut chez les garçons après le travail, mais ce jour-là, elle avait une autre priorité. Dans sa chambre minuscule, elle se laissa tomber sur son lit. À proprement parler, la pièce évoquait plus une cellule de prison qu'autre chose. Murs nus, aucune fenêtre et un mobilier limité à une couchette métallique avec un matelas digne du Moyen-Âge. Kate avait tout lieu de croire que c'était autrefois le coin repos d'une personne chargée de l'entretien. En tout cas, à ses yeux, le confort laissait sérieusement à désirer. Penchée par-dessus le rebord de sa couche, Kate chercha à tâtons la bouteille de vodka qu'elle cachait en dessous. Ensuite, elle attrapa le gobelet sur sa petite table de nuit, souffla dessus pour en chasser la poussière, puis se versa une rasade de marin assoiffé qu'elle avala cul sec. Après avoir reposé la bouteille, elle s'allongea de tout son long, un bras tendu au-dessus de sa tête pour allumer son vieux poste de radio. C'était son unique source d'information en provenance du monde extérieur. Cependant, ce qu'elle entendait la plongeait systématiquement dans la plus grande perplexité. De fait, la radio décrivait un monde sauvé du fléau Atlantis par un médicament miracle. Orchidée.
Dans le sillage de la flambée épidémique d'ampleur mondiale, les pays industrialisés avaient fermé leurs frontières et décrété la loi martiale. Kate n'avait jamais entendu la moindre information sur le nombre total de personnes ayant succombé à la pandémie. Toujours est-il que les survivants, quel que soit le nombre, avaient été parqués dans des districts orchidées, d'immenses camps où les populations s'accrochaient à la vie en prenant consciencieusement leur dose quotidienne de la panacée. Malheureusement, ce n'était qu'un pis-aller, car si Orchidée tenait la maladie à distance, le remède ne permettait en aucun cas de la vaincre définitivement. Kate avait consacré les 10 dernières années écoulées à la recherche clinique, et notamment à la mise au point d'une thérapeutique pour soigner l'autisme. Elle était donc bien placée pour savoir qu'on ne produit pas un médicament d'un simple claquement de doigts, quelles que soient les sommes qu'on y consacre ou la gravité de la situation à laquelle on fait face. Orchidée avait toutes les chances de n'être qu'un traitement bidon. Forcément. Mais alors, dans ce cas-là, dans quel état pouvait bien être le monde au dehors? Elle n'en avait eu qu'un très bref aperçu. 3 semaines plus tôt, Martin les avait sauvés d'une mort certaine, elle et les 2 garçons de son essai clinique sur l'autisme, en les tirant d'une gigantesque structure enfouie sous la baie de Gibraltar. C'est en fuyant un complexe similaire situé à 2 km sous la glace de l'Antarctique que Kate et les garçons s'étaient retrouvés dans la structure de Gibraltar, dont Kate avait désormais la conviction qu'elle n'était rien de moins que la cité perdue de l'Atlantide. Son père biologique, Patrick Pierce, avait couvert leur fuite en faisant exploser 2 charges nucléaires, détruisant les ruines et déversant des flots de débris dans le détroit, pratiquement au point de l'obstruer. Martin les avait prestement embarqués à bord d'un sous-marin de poche, quelques minutes seulement avant la déflagration. Le submersible disposait tout juste de la puissance voulue pour se frayer un chemin à travers les décombres et atteindre Marbella, quelques 80 km plus haut sur la côte. Après avoir abandonné l'embarcation dans la marina, il s'était glissé dans la ville sous le couvert de la nuit. Martin ayant annoncé que la situation ne serait que temporaire, Kate n'avait pas particulièrement observé les environs. Tout ce qu'elle savait, c'était que les garçons et elle étaient depuis lors reclus dans le bâtiment, naguère dévolu aux cures thermales et aux autres soins, à l'intérieur d'un complexe gardé et sous surveillance permanente. Martin, lui, avait également annoncé qu'elle pouvait contribuer aux travaux de recherche menés sur place pour trouver un antidote au fléau Atlantis. Mais depuis son arrivée, elle n'avait guère eu l'occasion de voir quiconque, hormis les messagers anonymes qui lui apportaient ses instructions et les plateaux repas. Elle observa le tube posé sur sa main, qui contenait le sang centrifugé. Pourquoi revêtait-il une telle importance à leurs yeux? Et à quel moment allait-il venir la voir pour le récupérer? Et surtout, qui va venir? Son regard glissa vers son réveil. Le bulletin d'information de l'après-midi n'allait plus tarder. Elle ne le manquait jamais. Elle essayait de se convaincre qu'elle voulait savoir ce qui se tramait dans le vaste monde. Mais la réalité était plus prosaïque. En fait, elle guettait des nouvelles d'une seule et unique personne, David Vail. Malheureusement, celle-ci ne venait pas. Et sans doute ne viendrait-elle jamais. Il n'y avait que 2 voies pour quitter les tombeaux en Antarctique, par le portail menant à Gibraltar ou par le puits foré dans la glace. Son père avait fermé la première, définitivement, et une armée d'Immaris campait à la sortie de la seconde. Jamais il ne laisserait David s'en tirer vivant. Kate fit de son mieux pour repousser cette pensée. Le speaker entamait son journal. Vous écoutez la BBC, la voix du triomphe humain au 78e jour du fléau Atlantis. L'émission d'aujourd'hui sera divisée en 3 parties. Pour commencer, nous vous raconterons comment 4 techniciens d'une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique ont survécu 3 jours sans aucune nourriture, avant d'atteindre le district orchidée de Corpus Christi, au Texas. Ensuite, notre envoyé spécial Hugo Gordon, qui a visité l'immense site de production d'orchidées à Dresde, en Allemagne, dissipera les rumeurs malveillantes selon lesquelles la production du médicament connaîtrait une phase de ralentissement.
Enfin, nous terminerons par une table ronde réunissant 4 membres éminents de la Royal Society qui nous annonceront que la mise au point d'un remède définitif n'est qu'une question de semaines et non plus de mois. Mais pour commencer, quelques reportages sur la vaillance et la ténacité des combattants de la liberté dans le sud du Brésil, qui ont remporté une victoire décisive sur les forces de la guérilla venues de l'Argentine voisine contrôlée par les Imaris. Chapitre 2. CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, Atlanta, Géorgie, États-Unis. Le docteur Paul Brenner s'assit à son ordinateur en se frottant les paupières. Cela faisait 20 heures qu'il n'avait pas fermé l'œil. Il commençait à avoir le cerveau en compote, ce qui n'était pas sans conséquence sur son travail. Intellectuellement, il savait qu'il avait besoin de se reposer, mais il ne parvenait pas à s'arrêter. Son écran sortit de sa veille et il prit une décision. Je vérifie mes messages et je fais une sieste, 1 heure maximum. 1. Nouveau message. Il posa la main sur sa souris pour cliquer. Une nouvelle bouffée d'énergie montait en lui. 2. Marbella OD108. Objet, résultat alpha 493. Sujet MB2918. Le message ne contenait aucun texte, juste une vidéo dont la lecture démarra automatiquement. Le docteur Kate Warner emplit l'écran, et Paul se trémoussa sur sa chaise. Elle était magnifique. Étrangement, le simple fait de la voir suffisait à le mettre sur des charbons ardents. Fléau Atlantis, essai clinique alpha 493, résultat négatif. La séquence à peine finie, Paul décrocha son téléphone. Convoquez une téléconférence avec tout le monde. Oui, maintenant. 1 quart d'heure plus tard, il prenait place au bout d'une grande table, face à 12 écrans tournés vers lui. Sur chacun d'eux apparaissait le visage d'un chercheur, quelque part, sur l'un des sites disséminés dans le monde. Je viens de recevoir les résultats de l'essai clinique alpha 493, dit Paul en se redressant. Ils sont négatifs. Un flot de questions, d'accusations et de récriminations diverses jaillit des haut-parleurs. 11 semaines plus tôt, au tout début de la pandémie, les membres de ce groupe étaient tous parfaitement pondérés, polis et civilisés, totalement concentrés sur leurs tâches. À présent, la peur était ce qui dominait chez eux. Un sentiment amplement justifié. Chapitre 3. District Orchidée, Marbella, Espagne. Une fois encore, Kate faisait le même rêve, ce qui lui plaisait au plus haut point. À présent, elle avait l'impression d'être en mesure de le contrôler, comme une séquence vidéo qu'elle aurait pu rembobiner et rejouer à loisir. C'était l'unique chose qui parvenait encore à apporter un semblant de joie dans sa vie. Elle s'y voyait allongée sur un lit à l'étage d'une villa à Gibraltar, à quelques pas du rivage. Par la porte-fenêtre donnant sur la terrasse, une brise légère venait gonfler les voilages blancs, puis les laisser retomber doucement le long du mur noir. Le vent semblait entrer et sortir au rythme des vagues sur la plage en contrebas, en parfaite synchronie avec les longues expirations de son propre souffle. C'était un moment de parfaite harmonie, comme si tous les cœurs du monde battant à l'unisson n'avaient formé qu'un seul tout. Les yeux rivés au plafond, elle n'osait pas clore les paupières de crainte de rompre l'instant. À côté d'elle, David était assoupi, la joue sur l'oreiller. Nonchalamment posé sur le ventre de Kate, le bras musclé du jeune homme recouvrait entièrement la grande cicatrice qu'elle portait sur sa peau. Elle brûlait de toucher le bras, mais elle n'osait pas. Tout comme elle se refusait à risquer le moindre mouvement susceptible de faire s'évanouir son merveilleux songe. Elle sentit le bras bouger légèrement, un geste à peine perceptible qui suffit à fracasser la scène. C'était comme si un tremblement de terre avait d'abord brouillé la perspective avant de faire s'écrouler le plafond et les murs. Sur un ultime frémissement, l'image de la chambre disparut dans un fondu au noir qui la ramena aux ténèbres de sa cellule minuscule à Marbella. Le moelleux du vaste lit n'était plus qu'un souvenir, remplacé par la dureté du rugueux matelas de sa couche étroite. Néanmoins, sur son ventre, le bras était toujours là,
Sauf que ce n'était pas celui de David, mais le bras d'un autre, qui glissait sur elle, s'avançait vers sa hanche. Kate se figea. La main au bout du bras la palpa, tapota ses poches, cherchant à tâtons le tube qu'elle gardait dans son poing serré. De sa main libre, elle saisit le poignet du voleur et le tordit de toutes ses forces. Un homme poussa un cri de douleur. Levée d'un bond, Kate tira sur la chaînette de l'interrupteur et découvrit Martin. « Alors c'est toi qu'ils ont envoyé. » Son père adoptif en était encore à essayer de se remettre debout. Outre qu'il avait déjà la soixantaine bien sonnée, les derniers mois écoulés ne l'avaient pas épargné sur le plan physique. Cependant, malgré sa mine hagarde et son air exténué, il n'en conservait pas moins une voix posée dont le ton était celui d'un aimable grand-père. « Tu sais, tu as un peu tendance à dramatiser par moments, Kate. Ce n'est pas moi qui me glisse dans la chambre des autres pour leur faire les poches dans le noir, » rétorqua-t-elle en brandissant le tube devant elle. « Pourquoi as-tu besoin de ça ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe au juste ?» Martin se frotta le poignet, les yeux plissés comme si la lueur de l'unique ampoule l'aveuglait. D'un coup, il pivota sur lui-même pour prendre un sac posé sur la petite table dans un coin. « Tiens, mets ça !» dit-il en le lui tendant. Kate saisit l'objet et le retourna. En fait, ce n'était pas du tout un sac, mais un genre de chapeau de plage, un bob blanc et informe, à large bord, sans doute récupéré dans les affaires abandonnées par les touristes en villégiature à Marbella. « Pourquoi ?» demanda Kate. « Est-ce que tu ne pourrais pas me faire confiance pour une fois ?»« Non, apparemment je ne peux pas, » répondit-elle en retournant à son lit. « C'est pour dissimuler ton visage, » dit Martin d'une voix atone et glacée. « Il y a des gardes à l'extérieur de ce bâtiment. S'ils te voient, ils te mettront en détention. Ou pire, ils te tireront dessus à vue. » Et il sortit de la pièce. Après un instant d'hésitation, Kate lui emboîta le pas, le chapeau sur la tête, bien plaqué sur les côtés de son visage. « Attends! Pourquoi me tirerait-il dessus? Où est-ce que tu m'emmènes? Tu veux des réponses à tes questions, oui ou non? » Oui, répondit-elle, mais je voudrais... Il faut que je passe voir les garçons avant qu'on y aille. Avec un regard las, Martin donna un assentiment d'un hochement de tête. Par la porte entr'ouverte de la petite chambre d'Adi et Surya, Kate les découvrit, absorbés dans l'activité qui les occupait 99% du temps. Écrire sur les murs. Pour l'immense majorité des garçons de 7 et 8 ans, ces gribouillages auraient eu pour sujet les dinosaures ou les soldats. Mais les deux protégés de Kate avaient créé un genre de tapisserie d'équations et de symboles mathématiques qui couvrait pratiquement toutes les surfaces murales. Chez les deux petits Indonésiens, les grandes caractéristiques de l'autisme étaient toujours aussi manifestes. Totalement immergés dans leur travail, ils ne remarquèrent ni l'un ni l'autre l'arrivée de Kate. Juché sur une chaise posée en équilibre précaire sur l'un des bureaux, Adi était occupé à noircir l'un des tout derniers espaces libres dans la partie la plus haute du mur. Kate se précipita pour le faire descendre de son perchoir, tout en proférant des paroles de protestation auxquelles Kate ne comprenait rien. Adi continua d'agiter son crayon dans le vide. Ensuite, la jeune femme remit la chaise à sa place, devant le bureau. « Adi, » dit-elle en s'accroupissant devant le garçon qu'elle tenait par les épaules, « je te l'ai déjà dit. Il ne faut pas empiler les meubles les uns sur les autres pour grimper dessus. Mais on n'a plus de place. »« Apporte-leur de quoi écrire, » dit Kate en se tournant vers Martin, qui roulait des yeux ronds. « Je suis sérieuse, vas-y !» Martin partit et Kate se retourna vers les enfants. « Vous avez faim ?» On leur avait apporté des sandwichs plus tôt dans la journée. « Vous travaillez sur quoi ?»« On ne peut pas te le dire, Kate. »« Ah oui ?» répondit-elle en hochant la tête avec le plus grand sérieux. « C'est top secret ?» Martin revint avec 2 grands blocs-notes à couverture jaune. Kate prit Surya par un bras pour être certaine de mobiliser son attention. « À partir de maintenant, vous écrivez là-dessus uniquement, » dit-elle en montrant les calepins. « C'est compris ?» Les 2 garçons hochèrent la tête, puis s'emparèrent des blocs pour en inspecter les pages. Satisfaits de leur examen, ils prirent place à leur bureau,
chacun assis sur sa chaise pour se replonger tranquillement dans leur travail. Sans ajouter un mot, les deux adultes se retirèrent. Martin mena Kate vers l'extrémité du couloir. « Tu crois que c'est bien prudent de les laisser faire tout ça ?» demanda Martin. « Ils ne le montrent pas, mais ils sont terrorisés et complètement perdus. Mais ils adorent les maths. Ça leur permet de concentrer leur esprit sur autre chose. » « Oui. Mais est-ce que c'est bon pour eux de devenir totalement obsédés? Est-ce que ça ne rend pas leur situation encore pire ?» Kate s'arrêta net. « Pire que quoi ?»« Kate, je t'en prie. Les esprits les plus brillants de ce monde sont simplement obsédés par quelque chose dont le monde a besoin. Les garçons ont trouvé une occupation productive qu'ils adorent. C'est bon pour eux. » « Non. Ce que je voulais dire, c'est que ce serait une sacrée perturbation pour eux si on devait les emmener ailleurs. »« On les emmène ?» Martin poussa un soupir en détournant les yeux. « Mets ton chapeau. » Puis il la mena par un autre couloir jusqu'à une porte qu'il déverrouilla à l'aide d'une carte magnétique. Quand il l'ouvrit, les rayons du soleil éblouirent Kate pratiquement au point de l'aveugler. Un bras levé pour se protéger les yeux, elle fit de son mieux pour rester dans le sillage de Martin. Lentement, sa vue s'accommoda. Ils étaient sortis d'un bâtiment de plain-pied près du rivage, à l'extrémité du complexe hôtelier. Sur sa droite, 3 hauts bâtiments blancs émergeaient au-dessus des arbres tropicaux et de la végétation luxuriante, auparavant méticuleusement entretenue. Le clinquant des tours de l'hôtel formait un contraste assez saisissant avec la clôture métallique de 6 mètres de haut, festonnée de barbelés, qui protégeait toute l'enceinte. À la lumière du jour, l'endroit avait l'allure d'un camp de vacances transformé en zone pénitentiaire. À quoi servaient donc ces grilles, au juste? À empêcher les gens de sortir? D'entrer? Les deux? À mesure qu'ils avançaient, l'odeur qui flottait dans l'air se faisait plus âcre. Que pouvait bien être cette pestilence? Les miasmes de la maladie? De la mort? Oui, quelque chose comme ça, mais pas uniquement. Au pied des tours, Kate, qui regardait partout autour d'elle, aperçut alors une série de longues tables disposées sous des auvents blancs, autour desquels s'activaient des gens, un couteau à la main. Ils débitaient du poisson. C'était donc ces relents qu'elle sentait? Oui, mais il y a encore autre chose. Où sommes-nous? Le ghetto Orchidée de Marbella. Un district Orchidée? Oui, mais les gens à l'intérieur parlent de ghetto. Les mains sur son chapeau pour le maintenir enfoncé, Kate allongeait le pas pour rester à l'allure de Martin. Découvrir ces lieux sous un nouveau jour, avec ses barrières et ses barbelés, donnait une toute autre dimension aux paroles de son père adoptif. Par-dessus son épaule, elle jeta un regard au bâtiment qu'il venait de quitter. Les murs et le toit étaient recouverts d'un genre de revêtement gris et terne. Du plomb, songea Kate. Quelle vision étrange que cette petite construction, sous son bardage plombé, nichée dans l'ombre des tours blanches étincelantes. Au fil du chemin, Kate découvrit d'autres aspects du camp. Dans chaque bâtiment, à chaque étage, elle distinguait des silhouettes de gens regardant au loin par les baies vitrées. En revanche, chose étonnante, il n'y avait absolument personne sur les balcons. Tout à coup, elle en comprit la raison. La longue balafre métallique en travers du cadre de chacune des porte-fenêtres était éloquente. Elles avaient été condamnées, soudées pour que personne ne puisse plus les ouvrir. « Où est-ce que tu m'emmènes ?» D'un geste, Martin désigna le bâtiment de plain-pied devant eux. « À l'hôpital. » Manifestement, le dit « hôpital » avait été jusqu'alors un grand restaurant de plage. De l'autre côté du camp, au-delà des tours blanches, un convoi de véhicules diesel s'arrêta devant les grilles dans un rugissement mécanique. Kate s'arrêta pour les observer. C'étaient de vieux camions, dont les plateaux à ridelles étaient dissimulés sous des bâches. Le chauffeur de tête cria quelque chose aux gardes et les lourdes grilles s'ouvrirent. Kate remarqua alors les drapeaux bleu ciel, avec un dessin blanc au centre, accrochés aux guérites de part et d'autre des grilles. Tout d'abord, elle crut qu'il s'agissait de la bannière des Nations Unies.
Mais le motif central ne représentait nullement une carte du monde entourée de rameaux d'olivier. Non, c'était une orchidée. Les feuilles blanches étaient symétriques, mais avec des ornements rouges qui s'étiraient de façon irrégulière depuis le centre, semblables au rayonnement de la couronne solaire autour d'une lune plongée dans le noir pendant une éclipse totale. Les camions s'arrêtèrent juste de l'autre côté des grilles et des soldats entreprirent d'en faire descendre leur cargaison humaine. Des hommes, des femmes et même quelques enfants. Tous avaient les mains attachées. Bon nombre d'entre eux se débattaient, criant en espagnol. « Ils rassemblent les survivants », murmura Martin, comme s'il craignait d'être entendu malgré la distance. « C'est illégal d'être pris à l'extérieur. »« Pourquoi ?» demanda Kate, avant qu'une pensée ne la traverse tout à coup. « Il y a des survivants qui ne prennent pas le traitement orchidée ?»« Oui, mais ils ne deviennent pas exactement ce à quoi on s'attendait. Tu verras. » Ils gagnèrent le restaurant hôpital. Après quelques mots échangés avec le garde, ils pénétrèrent dans un sas de décontamination aux parois intégralement recouvertes de films en plastique. Des arroseurs automatiques au plafond et au mur les aspergèrent d'une solution vaporisée légèrement agressive. Pour la deuxième fois en peu de temps, Kate se félicita d'avoir coiffé son galure. Le feu de circulation au bout de la pièce passa du rouge au vert et Martin franchit le rabat souple de la porte de plastique. « Tu peux retirer ton chapeau, » dit-il de l'autre côté du seuil. « Ici, tout le monde sait qui tu es. » Après s'être exécutée, Kate découvrit pleinement la vaste pièce qui s'ouvrait devant elle, l'ancienne salle de restaurant. Et elle n'en croyait pas ses yeux. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Le monde n'est pas tel que le décrit la radio, » répondit Martin dans un souffle. « Tu as devant toi le vrai visage du fléau Atlantis. » Chapitre 4 3 kilomètres sous la base de recherche Imari, Antarctique orientale. David Vail ne parvenait pas à détacher les yeux de son propre corps. Mort, étendu dans le couloir, baignant dans une mare de sang, ses yeux toujours ouverts fixés au plafond. Un autre cadavre était posé en travers du sien, celui de son assassin, Dorian Sloan. David ayant tiré ses dernières balles à bout portant, le corps de Sloan était en charpie. De temps à autre, comme d'une piñata en phase de désintégration lente, un résidu sanguinolent se détachait du plafond où le carnage l'avait projeté. David détourna enfin la tête. Le tube de verre dans lequel il flottait faisait 1 mètre de large à peine, et les épaisses volutes blanches qu'il contenait le faisaient paraître plus étroit encore. Son regard glissa vers les profondeurs de l'immense salle, avec ses milliers de cylindres transparents empilés du sol au plafond, jusqu'à des hauteurs où son œil ne portait même pas. Plus épaisse, la brume à l'intérieur de ces autres tubes dissimulait la physionomie de ceux qu'il contenait. L'unique personne dont il distinguait les traits était l'homme dans le tube voisin, Sloan. Contrairement à David, ce dernier ne regardait pas autour de lui, les yeux emplis de haine. Sloan fixait David sans ciller. En guise d'unique mouvement, on pouvait noter épisodiquement une contraction des muscles de sa mâchoire. David croisa brièvement les prunelles flamboyantes de son meurtrier. Puis pour la 100e fois, il reprit l'examen du contenant de verre dans lequel il flottait. L'entraînement qu'il avait reçu à la CIA ne l'avait absolument pas préparé à une situation de ce genre. Comment s'échapper d'un sarcophage d'hibernation à l'intérieur d'une structure vieille de 2 millions d'années, quelques 3 kilomètres sous la glace de l'Antarctique? Il y a peut-être bien eu un cours sur les structures d'1 million d'années, mais j'étais absent ce jour-là. David sourit de sa pauvre blague. Quoi qu'il ait pu devenir, au moins n'avait-il pas perdu son sens de l'humour. Tandis que cette pensée s'évanouissait dans son esprit, David se souvint du regard de Sloan posé sur lui. Il laissa son sourire s'effacer doucement de ses lèvres, en espérant que la brume l'avait dissimulé à son ennemi. Tout à coup, David sentit un autre regard peser sur lui.
Fébrilement, il sonda les travées de l'immense hall. Rien. Pourtant, David avait la certitude qu'il y avait quelqu'un. Au prix de contorsion, il fit de son mieux pour voir dans le couloir où gisaient les cadavres. Toujours rien. Du coin de l'œil, il remarqua néanmoins un détail qui le mit en alerte. Sloane ne le fixait plus. David suivit son regard vers le fond de l'immense pièce. Oui. Là-bas, un homme circulait entre les tubes. Du moins une silhouette qui avait l'apparence d'un homme. D'où venait-il? De l'intérieur ou de l'extérieur? Était-ce un Atlante? En tout cas, il était grand, bien plus d'1,80 m, vêtu d'une tenue noire impeccable qui ressemblait fort à un uniforme. Sa peau était blanche, presque translucide. Rasé de près, il portait en guise de coiffure une crinière blanche au sommet du crâne. Et sa tête paraissait peut-être un peu grande pour son corps. Parvenu à leur hauteur, l'homme resta un moment à les considérer attentivement chacun leur tour. David, Sloane, puis de nouveau l'un et l'autre, comme s'il était un parieur faisant le tour des paddocks pour jauger les purs sangs avant une course. Subitement, un bruit rythmique rompit le silence, éveillant un écho dans l'immensité. C'étaient des pieds nus martelant le sol métallique. Du regard, David remonta vers la source sonore. Sloane sortit de son tube, boitilla de toutes ses forces en direction des cadavres et des armes à côté. Comme David se retournait vers l'Atlante, son propre tube s'ouvrit. Sur ses jambes flageolantes qui parvenaient à peine à le porter, il s'élança à son tour. Sloane avait déjà couvert la moitié du chemin. Chapitre 5. District Orchidée, Marbella, Espagne. Dans le dispensaire improvisé, divisé en 2 sections, Kate avait bien du mal à saisir pleinement ce qu'elle voyait. Dans la partie centrale de la salle, des mourants, des agonisants, des malades gémissaient, convulsaient et perdaient conscience sur des rangées de petits lits qui s'étiraient vers le fond comme dans un hôpital militaire de campagne. Cette flambée est différente de l'épidémie de 1918, dit Martin en s'avançant dans la pièce. En l'occurrence, Martin faisait référence à la pandémie de grippe espagnole qui avait déferlé sur le monde entier à la fin de la Première Guerre mondiale, infectant 1 milliard de personnes environ et en tuant 50 millions. Kate et David avaient découvert ce que Martin et ses employeurs Imari savaient depuis pratiquement un siècle. Le fléau provenait d'un artefact très ancien que le père de Kate avait contribué à récupérer dans la structure Atlante sous Gibraltar. Des tas de questions se bousculaient dans l'esprit de Kate, mais tandis qu'elle prenait la mesure de l'horrible tableau sous ses yeux, une interrogation surnageait. Pourquoi meurt-il? Je croyais que le traitement orchidée arrêtait la progression du fléau. C'est le cas, mais son efficacité est en train de s'effondrer. D'après nos estimations, d'ici à 1 mois, plus personne ne réagira à orchidée. Des mourants se sont portés volontaires pour des essais. Ce sont tous les morts qui t'ont été envoyés. Kate s'avança, la mine songeuse. Elle observait tous les sujets sur leur lit de souffrance. Que se passe-t-il quand orchidée cesse d'agir? Sans orchidée, pratiquement 90% des personnes infectées meurent dans les 72 heures. Kate ne parvenait pas à croire ce qu'elle entendait. Il devait y avoir une erreur. C'est impossible. En 1918, la mortalité était bien inférieure, je sais. Cela fait partie des spécificités de ce nouveau fléau. Et nous avons pris conscience de ces autres caractéristiques en découvrant les survivants, dit Martin en désignant d'un signe de tête une rangée de cellules le long du mur de l'ancienne salle du restaurant. Aux yeux de Kate, les gens qui y étaient enfermés paraissaient en bonne santé, mais la plupart d'entre eux restaient étrangement regroupés, serrés les uns contre les autres, refusant obstinément de tourner leur regard vers l'extérieur. Il y avait quelque chose d'extrêmement perturbant chez eux, un petit rien sur quoi Kate ne parvenait pas à mettre le doigt. Elle voulut s'avancer pour les observer de plus près, mais Martin la retint par le bras. « Non, ne les approche pas. Apparemment, ces survivants subissent une forme de régression.
C'est comme si le câblage de leur cerveau était tout emmêlé. C'est pire chez certains, mais tous connaissent une forme d'évolution régressive. Et cela touche tous les survivants? Non, plus ou moins la moitié. Et l'autre moitié? Demanda Kate en craignant la réponse. Suis-moi. Martin alla échanger quelques mots avec le garde au bout de la pièce. L'homme s'écarta pour leur livrer passage vers une seconde salle à manger plus petite, intégralement transformée en lieu de rétention. De part et d'autre d'un étroit passage central, de vastes cellules s'alignaient le long des murs, d'un bout à l'autre. Des panneaux de bois obturaient les fenêtres. Martin ne s'aventura pas très loin. Ce sont les autres survivants, ceux qui semaient la perturbation dans le camp. Une centaine de sujets au moins étaient entassés dans ces espaces confinés où régnait un silence de mort. Personne ne bougeait. Tous fixaient sur Kate et Martin leurs yeux glacés, dépourvus de la moindre lueur. Physiquement, on ne relève pratiquement aucune modification majeure, poursuivit Martin à voix basse. Rien qu'on n'ait déjà vu. En revanche, leur câblage neuronal se modifie lui aussi. Ils deviennent plus intelligents. Comme chez ceux qui régressent, les effets varient d'un cas à l'autre, mais certains ont développé des aptitudes à l'analyse et la résolution de problèmes totalement hors normes. Quelques-uns deviennent un peu plus forts, mais il y a un autre aspect encore. L'empathie et la compassion disparaissent. Là aussi, c'est variable selon les sujets, mais tous voient s'effondrer leur fonction sociale. Comme en réponse à un signal invisible, les groupes de chaque côté s'écartèrent pour révéler les grandes lettres rouges badigeonnées sur les murs, derrière eux. Ils avaient écrit des mots avec leur propre sang. Orchidée ne peut pas arrêter Darwin. Orchidée ne peut pas arrêter l'évolution. Orchidée ne peut pas arrêter le fléau. De l'autre côté, un autre survivant avait écrit « Le fléau Atlantis égale évolution, égale destin de l'humanité ». Dans la cellule voisine, les lettres formaient d'autres slogans. « L'évolution est inévitable. Seuls les fous luttent contre le destin. » « On ne combat pas seulement le fléau, » murmura Martin. « On se bat aussi contre les survivants qui refusent tout remède. Ceux pour qui les événements ne sont que l'étape suivante dans l'évolution de l'humanité. Un nouveau commencement. » Kate resta muette de saisissement. Tournant les talons, Martin repassa dans la grande salle, Kate dans son sillage, pour emprunter ensuite une autre issue donnant sur ce qui avait dû être la cuisine, avant qu'elle soit reconvertie en laboratoire. Là, juchés sur des tabourets, une demi-douzaine de scientifiques manipulaient des équipements sur des paillasses métalliques. Toutes les têtes se tournèrent vers Kate. Bouche bée, ils suspendirent leurs gestes pour échanger des paroles d'étonnement à voix basse. Posant un bras sur les épaules de Kate, Martin l'invita à poursuivre son chemin. « Ne t'arrête pas !» Dans le petit office contigu à la cuisine, il saisit un code sur un petit panneau de commande. La porte coulissa dans un chuintement feutré. Ils franchirent le seuil et elle se referma derrière eux. « L'échantillon » dit Martin en tendant la main. Kate palpait le tube de plastique au fond de sa poche. Martin ne lui avait donné que la moitié de l'histoire. Juste ce qu'il fallait pour obtenir ce qu'il voulait. Elle se recula. Pourquoi les effets du fléau sont-ils différents cette fois-ci? Pourquoi les choses ne se passent-elles pas comme en 1918? Martin s'éloigna à son tour pour aller s'affaler sur la chaise derrière une vieille table en bois toute décatie. Il devait être dans l'ancien bureau du responsable du restaurant. Une petite fenêtre donnait sur l'extérieur. Tout un fatras d'instruments inconnus de Kate recouvrait la table de travail. Au mur, 6 grands écrans affichaient des cartes, des diagrammes et des lignes de texte défilant. On aurait cru une chaîne d'infos en continu spécialisée dans l'actualité boursière. Martin se massa les tempes, puis rangea vaguement quelques papiers. Le fléau est différent parce que nous sommes différents. Le génome humain est plus ou moins resté le même, mais nos cerveaux fonctionnent d'une façon qui n'a radicalement plus rien à voir par rapport à un siècle en arrière. Nous traitons l'information beaucoup plus rapidement.
Nous passons nos journées à consulter nos messageries, à regarder nos écrans, à ingurgiter de l'information sur Internet, scotchés à nos smartphones. Nous savons que nos modes de vie, notre alimentation et même le stress ont une incidence sur l'activation des gènes. Et tout cela retentit directement sur la façon dont les pathogènes agissent sur nous. Le stade auquel nous sommes parvenus dans notre développement est très exactement celui qu'attendaient ceux qui ont conçu le fléau Atlantis. C'est comme si celui-ci avait été tout spécialement mis au point pour cet instant, pour que le cerveau humain soit pile à maturité. À maturité, pourquoi faire? C'est toute la question, Kate, et nous ne connaissons pas la réponse. Mais nous avons quelques pistes. Comme tu l'avais toi-même observé, nous savons que le fléau Atlantis agit essentiellement sur le câblage neuronal. Plus spécifiquement, il le renforce chez ceux qui survivent, du moins une partie d'entre eux. Pour l'autre partie, il le brouille, et il tue tous les autres, ceux dont il n'a apparemment pas besoin. Le fléau Atlantis change l'humanité au niveau génétique. Il nous bioforme pour faire de nous autre chose. Sais-tu quel gène il cible en particulier? Non, mais on est sur la voie. Notre théorie est que le fléau Atlantis serait simplement une mise à jour génétique dont l'action manipule le gène Atlantis. Son objectif serait d'achever l'évolution du câblage neuronal entamé il y a 70 000 ans, avec l'introduction du gène Atlantis. Le premier grand bond en avant. En revanche, nous n'avons pas la moindre idée du résultat visé. Un deuxième grand bond en avant pour nous forcer à progresser, ou un grand bond en arrière, une régression à grande échelle de l'évolution humaine. Kate digérait toutes ces révélations. Par la fenêtre, elle assista alors au déclenchement d'une énorme échauffourée à l'extérieur, aux abords immédiats de la tour la plus proche. Un groupe de personnes se dispersait, tandis qu'un second se ruait sur les gardes. Kate se dit que c'étaient sans doute les gens ramenés à l'intérieur du camp un peu plus tôt, mais sans aucune certitude. Après un rapide coup d'œil au dehors, Martin reporta son attention sur Kate. Les accrochages sont monnaie courante, surtout lorsqu'un nouveau groupe arrive. Il tendit une main en direction de Kate, paume grande ouverte. J'ai vraiment besoin de cet échantillon, Kate. De nouveau, Kate balaya toute la pièce du regard. Les équipements, les écrans, les courbes, les graphiques. C'est ton étude, n'est-ce pas? C'est toi la voix dans la pièce? C'est pour toi que je travaille? On travaille tous pour quelqu'un. Je t'ai dit que je voulais des réponses. La réponse est oui, c'est mon étude. Mais pourquoi? Pourquoi m'avoir menti? S'écria Kate sans parvenir à masquer l'acrimonie dans sa voix. Je t'aurais aidé. Je sais. Mais tu aurais aussi eu des questions. Te dire la vérité, te dire ce que j'avais fait, te dire dans quel état était le monde, était ma hantise. Je repoussais l'instant parce que je voulais te protéger de tout cela. Quelques instants encore. Martin détourna la tête. Il semblait infiniment vieilli tout à coup. Orchidée, c'est du vent, n'est-ce pas? Non, Orchidée est efficace. Le médicament arrête le fléau, mais il permet seulement de gagner du temps. Ensuite, il devient inopérant. Et puis, nous avons des problèmes de production et les gens perdent espoir. Vous ne l'avez quand même pas développé du jour au lendemain, dit Kate. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le cas. Orchidée était notre plan de secours. Enfin, le plan de secours de ton père, pour être exact. Après nous avoir convaincus qu'une calamité s'abattrait un jour ou l'autre, il nous avait obligés à chercher un remède pour parer à cette éventualité. Nous y avons travaillé pendant des décennies, sans parvenir à grand-chose. Du moins, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin contre le VIH. Quoi? Il existe un vaccin contre le VIH? Je te dirai tout, Kate, je te le promets. Mais j'ai vraiment besoin de cet échantillon. Et puis il faut que tu regagnes ta chambre. Une équipe du SAS vient te chercher demain. Ils vont te conduire en Angleterre où tu seras en sécurité. Hein? Je n'irai nulle part, je veux me rendre utile. Et tu le pourras, mais j'ai besoin de savoir que tu es protégé. Protégé de quoi?
demanda Kate. Des Imari. Ils ont fait venir des troupes en Méditerranée. À la radio, Kate avait surtout entendu dire que les forces Imari subissaient défaite sur défaite dans les pays en développement. Mais elle n'y avait pas vraiment prêté attention. Les Imari constituent une menace ? Absolument. Ils ont fait main basse sur la quasi-totalité de l'hémisphère sud. Tu n'es pas sérieux ? Oh si, je le suis. Il faut que tu comprennes une chose. Quand le fléau Atlantis s'est répandu, plus d'1 milliard de personnes ont été infectées dans les 24 heures. Les gouvernements qui ne se sont pas immédiatement écroulés ont déclaré la loi martiale. C'est à ce moment-là que les Imari ont lancé leur entreprise de nettoyage en règle du monde pour créer une société de survivants, mais constituée uniquement de ceux qui connaissent une évolution rapide. Les élus, comme ils les appellent. Ils ont commencé par les pays les plus peuplés de l'hémisphère sud, proches de l'Antarctique. Ils ont pris le contrôle de l'Argentine, du Chili, de l'Afrique du Sud et d'une dizaine d'autres encore. Hein ? Mais ils lèvent une armée pour envahir l'Antarctique. Kate le regardait avec des yeux comme des hublots. Ce n'est pas possible. Les nouvelles de la BBC étaient toujours si positives. Inconsciemment, sans même penser à ce qu'elle faisait, elle sortit le tube de sa poche pour le remettre à Martine. Pivotant sur sa chaise, Martine appuya sur un bouton d'un genre de grande thermos, doté d'un écran en façade et de ce qui ressemblait à un téléphone satellite sur le côté. Le capot inférieur de la thermos s'ouvrit, et Martine y laissa tomber le petit tube en plastique. À l'extérieur, les affrontements gagnaient en intensité. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Kate. « Je transmets nos résultats à tout le réseau, » répondit-il par-dessus son épaule. « Nous ne sommes qu'un site parmi plusieurs autres. Je pense que nous sommes tout proches du résultat, Kate. » Des déflagrations retentirent dans le camp. Même à travers les murs, Kate sentit sur elle le souffle chaud des explosions. Martine tapota des touches sur son clavier pour basculer l'affichage des écrans muraux, passant à une vue générale du camp, puis de la côte. Un essaim d'hélicoptères noirs envahit tous les moniteurs. Martine bondit sur ses pieds, une fraction de seconde avant que le bâtiment tout entier ne subisse une violente secousse qui projeta Kate au sol. Un sifflement strident lui emplissait les oreilles. Elle sentit Martine se jeter sur elle pour la protéger de son corps des décombres qui tombaient du plafond. Chapitre 6. 3 kilomètres sous la base de recherche Imari, Antarctique orientale. Dorian était presque arrivé au petit couloir au bout de l'immense salle, à quelques mètres seulement des corps morts emmêlés et des armes, quand il entendit le martèlement des pieds nus de David derrière lui. Dorian prenait son élan pour bondir quand David le plaqua, l'envoyant tête la première sur le sol. Un gémissement strident emplit l'espace quand sa peau râpa le métal glacé par terre. Ils finirent leur course dans la flaque de sang presque séchée autour des cadavres, les leurs. Dorian parvint à se redresser avant son poursuivant, dégageant son corps taché d'écarlate, juste ce qu'il fallait pour pouvoir asséner un coup de coude en plein dans le visage de David. Sonné, David recula, et Dorian saisit l'ouverture. D'une torsion carpée, il repassa sur le dos, repoussa David et se mit à ramper pour attraper l'un des pistolets à 2 mètres à peine. Il fallait absolument qu'il l'atteigne. C'était son unique chance. Dorian aurait préféré mourir plutôt que de le reconnaître à voix haute. Mais David était incontestablement l'un des meilleurs combattants qu'il ait jamais affronté à main nue. C'était une lutte à mort qu'il se livrait. Et sans armes, Dorian savait qu'il perdrait. Dorian sentit les ongles de David se planter dans l'arrière de sa cuisse. La seconde suivante, c'était un poing qui s'abattait dans le creux de ses reins. Une boule de douleur explosa à la base de ses lombaires pour irradier dans son ventre et remonter dans sa poitrine. Une vague de nausée passa sous lui. Dorian contenait tant bien que mal un haut-le-cœur quand le deuxième coup le frappa au milieu de la colonne. L'onde atroce déferla du point d'impact vers le bas, puis disparut pratiquement. Il avait perdu toute sensation dans les jambes. Comme il s'effondrait sur le sol, David lui grimpa sur le dos, bien décidé à l'achever d'un coup fatal sur la nuque. Les mains plaquées sur le sol,
Dorian mobilisa tout ce qui lui restait de vigueur et de rage pour se cabrer, la tête rejetée le plus loin possible en arrière. Le sommet de son crâne percuta le menton de David, l'envoyant bouler sur le côté. À plat ventre, Dorian ne perdit pas un instant, rampant avec ses coudes tel un commando dans la boue, tirant son corps dans la mare de sang. Sa main se referma sur la creuse de l'arme. À l'instant où il se retournait pour braquer le pistolet sur son ennemi, David lui tomba dessus, lui saisissant les poignets. À l'extrémité de son champ de vision, Dorian perçut un mouvement. L'Atlante approchait d'un pas tranquille, considérant les gesticulations d'un œil parfaitement stoïque et impartial. Comme un parieur devant un combat de chiens, mais qui n'aurait misé sur aucun des molosses. Dorian s'efforçait désespérément de réfléchir. Il fallait qu'il trouve une idée pour reprendre l'avantage. Il relâcha la tension dans ses bras pour se laisser tomber au sol sous la poussée. David s'affala brutalement sur lui, mais sans le lâcher. Dorian réorienta l'arme dans sa main droite pour la pointer sur l'Atlante. Puis, il fit feu. David relâcha le poignet gauche de Dorian pour tenter d'attraper le pistolet de sa main droite. Les doigts tendus et serrés en une pointe effilée, Dorian en profita pour frapper sèchement de sa main gauche le sternum de David, afin de lui paralyser le diaphragme. La bouche ouverte, les poumons vides d'air, David recula malgré lui. Dorian arracha sa main droite de la poigne de David, puis leva le pistolet et lui logea une balle en pleine tête. Dans la foulée, il visa l'Atlante et tira sur lui jusqu'à vider le chargeur. Chapitre 7. 3 kilomètres sous la base de recherche Imari, Antarctique orientale. L'œil fixe, la mine légèrement goguenarde, l'Atlante observait Dorian. Les projectiles l'avaient traversé de part en part sans paraître l'incommoder. Le regard de Dorian glissa vers l'autre pistolet un peu plus loin sur le sol. « Tu veux encore tenter ta chance, Dorian ? Vas-y, j'attendrai. J'ai tout mon temps. » Dorian se figea. Cette chose connaissait son nom ? Et elle n'avait pas peur. L'Atlante s'avança jusqu'au milieu de la flaque de sang. Pas une goutte ne souillait ses pieds. « Je sais ce que tu es venu faire, » dit-il en fixant sur Dorian ses yeux qui ne sillaient pas. « Tu es descendu jusqu'ici pour sauver ton père et tuer ton ennemi, pour protéger ton monde. Tu viens d'abattre ton unique ennemi en ce lieu. » Dorian s'arracha à sa contemplation fascinée du monstre, pour scruter la salle autour de lui en quête de quelque chose dont il pourrait se servir, un objet, n'importe quoi. Il sentait de nouveau ses jambes, mais son équilibre restait précaire. En chancelant, il s'éloigna de l'Atlante sans le quitter des yeux un seul instant. L'Atlante soutenait son regard, un petit sourire sur les lèvres, sans esquisser le moindre geste. « Il faut que je parte d'ici », songea Dorian. Les pensées se bousculaient dans son esprit. De quoi ai-je besoin ? Une combinaison ? La sienne avait été trouée par son propre père. Celle de Kate avait été endommagée également, mais peut-être pourrait-il la réparer. Avec celle des enfants, beaucoup trop petite pour lui, peut-être pourrait-il la rafistoler. Il avait juste besoin de se protéger du froid quelques minutes, le temps de regagner la surface et de commander l'attaque. D'un bond, Dorian pivota sur lui-même pour s'élancer. Les portes au bout du couloir se fermèrent, puis chacune des issues de l'immense salle. L'Atlante se matérialisa devant lui. « C'est moi qui te dirai quand tu pourras partir. » Dorian le dévisageait, la mine stupéfaite, mais avec une petite note de défi aussi. « On la joue comment, Dorian ? C'est toi qui choisis. En douceur ou la manière forte ?» L'Atlante attendit une réponse qui ne vint pas. « Comme tu voudras, » conclut-il avec un petit hochement de tête flegmatique. Dorian sentit l'air autour de lui disparaître, comme aspiré d'un coup dans le vide. Les sons s'évanouirent et un choc violent le percuta au plexus. Bouche grande ouverte, il tenta en vain d'inspirer, de trouver son souffle. Ses genoux cédèrent. Des taches noires dansaient devant ses yeux. Le sol parut bondir vers lui, tandis que les ténèbres l'engloutissaient.
Chapitre 8. District Orchidée, Marbella, Espagne. Après s'être dégagée du corps inerte de Martine tombé sur elle, Kate examina rapidement les blessures que les gravats avaient infligées à son père adoptif en lui tombant dessus. Du sang coulait d'une entaille à l'arrière de son crâne. Kate diagnostiqua une commotion cérébrale. Mais à sa grande surprise, elle vit Martine cligner des yeux à plusieurs reprises et se lever. Du regard, il évalua les dégâts dans la pièce. Machinalement, Kate l'imita. L'essentiel des équipements et autres ordinateurs avaient été détruits. Martine alla jusqu'à un petit placard d'où il sortit un téléphone satellite et 2 pistolets. Il en tendit un à Kate. « Les Imari vont tenter de fermer le camp », expliqua Martine en récupérant un sac à dos, dans lequel il fourra l'appareil aux allures de thermos après une rapide inspection, ainsi qu'un ordinateur et quelques carnets. Ils se sont emparés de plusieurs îles en Méditerranée. Ils testent le périmètre pour voir si les nations orchidées sont disposées à les combattre ou en mesure de le faire. Et le sont-elles ? Le bâtiment s'était stabilisé. Kate voulait soigner la plaie à la tête de Martine, mais il ne cessait de courir en tous sens comme un dératé. « Non, » répondit Martine, « l'Alliance Orchidée n'est pas vraiment en mesure de résister. Toutes ses ressources, y compris militaires, sont affectées à la production d'orchidées. Aucun secours ne viendra. Il faut partir. » Sur sa table de travail, il dégagea un engin ovoïde, dont il fit pivoter la partie supérieure. Le dispositif commença à émettre un tic-tac. Kate luttait de toutes ses forces pour rester concentrée. Martine va détruire son bureau. On ne reviendra jamais ici. Ses pensées volèrent vers les garçons dans le bâtiment antérieurement réservé aux soins et à la remise en forme. Il faut aller chercher Adi et Surya. Nous n'avons pas le temps, Kate. Nous reviendrons les prendre, avec la section de SAS qui est actuellement en chemin. Je ne pars pas sans eux. C'est hors de question, répliqua Kate sur un ton catégorique, que Martine ne connaissait que trop bien. Kate avait 6 ans seulement quand il l'avait adoptée après la mort de son père biologique. Martine la connaissait suffisamment pour savoir qu'il était inutile d'espérer le moindre compromis. Il secoua la tête, la mine quelque part entre la perplexité et l'incrédulité. « D'accord, mais sois prête à te protéger, » dit-il en désignant le pistolet de Kate d'un coup de menton. Puis il saisit le code ouvrant la porte, attendit juste ce qu'il fallait pour que Kate sorte et commanda le verrouillage depuis l'extérieur. Une fumée épaisse emplissait tout le couloir. Plus loin, à la jonction avec l'ancienne cuisine, un incendie faisait rage. Des cris s'élevaient un peu partout. « Il y a une autre sortie ? » ?»« Non. La salle de décontamination est le seul passage, » répondit Martine en passant devant elle, son arme à la main. « Il va nous falloir courir. Tire sur le premier qui essaie de t'arrêter, tu m'entends ? Qui que ce soit. » Kate jeta un regard à son pistolet. À cet instant précis, la peur s'empara d'elle. Jamais encore elle n'avait utilisé une arme à feu. Elle n'était pas certaine d'avoir le cran de tirer sur quelqu'un. Martine prit l'arme et fit jouer la culasse pour faire monter une munition dans la chambre. « Ce n'est pas si compliqué. Tu vises, tu appuies sur la détente. » Et sur ces mots, il s'élança vers la cuisine, en direction des flammes et de la fumée. Chapitre 9. 3 kilomètres sous la base de recherche Imari, Antarctique orientale. Toute sa volonté bandée, Dorian s'efforçait de distinguer la forme aux contours indistincts. Il n'arrivait plus à respirer autrement qu'à petites bouffées hachées qui lui donnaient l'impression de se noyer. Tout son corps lui faisait mal. Ses poumons le brûlaient dès qu'un peu d'air y pénétrait. La silhouette se fit plus nette. Penché sur lui, l'Atlante l'observait, guettant quelque chose. Quoi ? Dorian tenta de parler, en vain. L'oxygène parvenait à ses poumons, mais en quantité insuffisante. Il émit un gargouillis éraillé et ferma les yeux. Un peu d'air encore. Il rouvrit les paupières. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux ce que tu veux, Dorian. Je veux que tu sauves la race humaine de l'extinction. Dorian plissa les yeux.
Nous ne sommes pas ce que tu penses, Dorian. Jamais nous ne te ferions le moindre mal. Un peu comme des parents ne feraient jamais de mal à leur enfant, répondit l'Atlante. Oui, c'est vrai, poursuivit-il avec un hochement de tête. Nous vous avons créé. Connerie! Cracha Dorian entre ses dents. L'Atlante secoua la tête. Le génome humain est infiniment plus complexe que ce que tu en connais pour l'instant. Nous avons eu quelques difficultés avec la fonction du langage chez vous. De toute évidence, il nous reste encore du pain sur la planche. Peu à peu, Dorian retrouvait une respiration normale. Il s'assit. Que voulait l'Atlante au juste? À quoi rimait cette comédie? Incontestablement, il avait le contrôle total du vaisseau. Pourquoi a-t-il besoin de moi? L'Atlante lui répondit comme s'il avait formulé son interrogation à voix haute. Tu n'as pas à t'inquiéter de mes motivations. De l'autre côté de la salle, les lourdes portes coulissèrent. Suis-moi. Lentement, Dorian se releva. Il prit un instant de réflexion. Est-ce que j'ai le choix? Il peut me tuer quand il veut. Je vais jouer le jeu. Une occasion finira bien par se présenter. Tout en ouvrant la voie le long du couloir gris métallique, l'Atlante poursuivit son badinage. Tu me sidères, Dorian. Tu es intelligent, mais ta haine et ta peur te dominent complètement. Réfléchis logiquement. Nous sommes venus ici à bord d'un vaisseau spatial qui utilise des concepts de la physique dont ta race n'a même pas ne serait-ce que l'intuition. Vous en êtes à tenter des petites virées autour de cette minuscule planète à bord de boîtes de conserve bariolées, dont les moteurs brûlent les restes liquéfiés de reptiles, aujourd'hui disparus. Tu crois sincèrement pouvoir te mesurer à nous dans un combat? L'image de 300 ogives nucléaires positionnées tout autour du vaisseau passa dans l'esprit de Dorian. L'Atlante se tourna vers lui. Tu penses que nous ne savons pas ce qu'est une bombe nucléaire? Nous maîtrisions la fission de l'atome bien avant que vous ne soyez capable de simplement fendre une bûche. Ce vaisseau pourrait encaisser la puissance de toutes les têtes nucléaires de cette planète. Au bout du compte, tu n'obtiendrais pas grand-chose. Faire fondre la glace de ce continent, submerger le monde et éradiquer ta civilisation. Fais appel à la raison, Dorian. Si nous voulions vous tuer, vous seriez mort. Et depuis des dizaines de milliers d'années. En réalité, nous vous avons sauvé. Nous vous avons guidé. L'Atlante mentait, c'était sûr. À moins qu'il n'essaie de me convaincre de ne pas attaquer. Et tu ne me crois toujours pas, dit l'Atlante, un sourire sur les lèvres. Enfin, je suppose que je ne devrais pas être surpris. C'est ainsi que nous vous avons programmé, taillé pour survivre, pour attaquer tout ce qui constitue une menace. Ignorant les paroles de l'Atlante, Dorian s'approcha de lui, le bras tendu, et sa main passa à travers. « Vous n'êtes pas ici ?» Ce que tu vois, c'est mon avatar. Dorian regarda tout autour de lui. Pour la première fois, il éprouvait comme un sentiment d'espoir. Où êtes-vous? Chaque chose en son temps. Une porte s'ouvrit. L'Atlante franchit le seuil. Dorian jeta un coup d'œil circonspect dans la petite pièce. 2 combinaisons étaient accrochées à un mur. Juste en dessous, une mallette argentée étincelante était posée sur un banc. Son esprit commença à échafauder un plan d'évasion. Il n'est pas là, c'est une projection. Et si je parvenais à la désactiver? Comme je te l'ai dit, c'est toi qui choisis, Dorian. La douceur ou la manière forte? Je vais te laisser partir. Enfile une combinaison. Dorian accorda une seconde d'attention à la tenue, avant d'examiner la pièce alentour, en quête d'un objet qui pourrait lui servir. La porte se referma brutalement, et Dorian sentit l'air se raréfier. Il se hâta de vêtir la combinaison. Dans son esprit, un plan prenait forme. Pour finir,
Il glissa le casque sous son bras droit. « Prends la mallette », ordonna l'Atlante en la désignant d'un geste. Dorian la considéra un instant. « Qu'est-ce qu'elle... » »« Fini les discussions, Dorian. Tu prends la mallette et tu ne l'ouvres sous aucun prétexte. Quoi qu'il arrive, elle reste fermée. » Dorian obtempéra, trottinant derrière l'Atlante dans le couloir jusqu'à l'endroit où les corps gisaient toujours. Toutes les portes coulissantes s'étaient rouvertes. Les gigantesques tombeaux s'étendaient devant lui. Dorian vit le tube ouvert duquel David était sorti. Ainsi donc, après leur mort, ils avaient tous deux ressuscité. Est-ce que David reviendrait encore une fois à la vie? Une telle éventualité serait forcément synonyme de grabuge. D'un geste, Dorian désigna le tube vide. « Est-ce que... » Je me suis occupé de lui. Il ne reviendra pas. Une nouvelle pensée traversa l'esprit de Dorian. L'écoulement du temps. Pour le monde à l'extérieur, son père avait passé 87 ans en ce lieu. Mais pour ce dernier, seuls 87 jours s'étaient écoulés. La cloche à l'entrée du périmètre créait une bulle de dilatation temporelle. Un jour à l'intérieur équivalait à 1 an à l'extérieur. En quelle année était le monde au dehors? Combien de temps avait-il passé dans le tube? En quelle année j'ai désactivé le dispositif que tu appelles la cloche? Il ne s'est écoulé que quelques mois. Et maintenant, va. Je ne le répéterai pas. Sans un mot de plus, Dorian s'engagea dans le couloir. Une fine traînée de sang maculait le sol, celui de son père. Au grand soulagement de Dorian, les gouttelettes se raréfièrent bien vite, jusqu'à disparaître. Nous nous retrouverons bientôt pour achever ce que nous avons entrepris. Son rêve, de toujours, semblait de nouveau à portée de main. Dans le sas de décontamination tout en longueur, il vit la combinaison déchirée de Kate et les 2 plus petites qu'avaient portées les gamins de son laboratoire. Dorian s'avança vers le portail tout en mettant son casque, la mallette coincée sous son bras droit. Les 3 éléments triangulaires du portail s'écartèrent, libérant l'ouverture. Juste avant de franchir le seuil, Dorian jeta la mallette sur le côté. Aussitôt, une force invisible s'abattit sur lui pour le repousser vers l'intérieur. « N'oublie pas ton petit bagage, Dorian », dit la voix de l'Atlante à l'intérieur de son casque. Dorian ramassa la petite valise métallique. « Je n'ai pas le choix, mais peu importe, je la laisserai de l'autre côté. » Sorti du vaisseau, il s'accorda un instant pour observer les abords. Les lieux étaient plus ou moins restés les mêmes. Une vaste salle aux murs de glace avec un plafond très haut, un monticule de neige avec une nacelle d'acier fracassée et un tas de filins métalliques, un puits de glace de 3 mètres de diamètre environ menant à la surface quelques 3 kilomètres plus haut. Néanmoins, il y avait une nouveauté tout de même. Au milieu de la salle, juste à l'aplomb du puits, 3 têtes nucléaires étaient posées sur une plateforme d'acier, reliées entre elles par tout un faisceau de fils. Un à un, de minuscules témoins lumineux s'allumèrent en séquence. La phase d'armement des ogives était lancée. Chapitre 10. District Orchidée, Marbella, Espagne. Kate suivait Martin à travers la cuisine en flammes, jusque dans la grande salle à manger, celle qui avait été reconvertie en hôpital depuis quelques semaines. La dévastation était bien plus étendue que ce qu'elle avait imaginé. La moitié du mur du fond avait disparu, soufflé par l'explosion. Par la brèche, des gens hagards s'échappaient, esquivant tant bien que mal les débris qui retombaient, piétinant les malades et les estropiés qui n'allaient pas assez vite. Martin fonça au milieu de la foule, jouant des coudes pour se frayer un passage. Kate faisait de son mieux pour rester dans son sillage, estomaquée de l'agilité dont il faisait preuve, surtout avec sa blessure à la tête. Au sortir du bâtiment, Kate découvrit ce qu'était devenu le camp, du moins ce qu'il en restait. D'énormes incendies ravageaient la zone de la clôture, où des miradors se dressaient jusqu'alors. D'épaisses colonnes de fumée blanc et noire s'élevaient des aires de stationnement des jeeps et des camions. Assaillis par les émanations toxiques de la combustion des plastiques et caoutchoucs,
Kate se couvrit le nez et la bouche à l'aide de son t-shirt. Des 3 tours blanches de l'hôtel, apparemment intactes, s'écoulaient des flots ininterrompus de survivants affolés. Il y avait du monde absolument partout. Des hordes de gens cavalaient dans tous les sens, cherchant frénétiquement une issue par où fuir, ou un abri où se protéger des explosions incessantes qui semblaient frapper au hasard. Cette masse humaine avait tout d'un troupeau d'étalons sur la savane, paniqué par un prédateur invisible, au sein duquel chaque bête suit aveuglément les mouvements de celle d'à côté. Martin s'arrêta pour scruter le périmètre en quête d'une échappatoire. Sans ralentir un instant, Kate le doubla pour foncer en ligne droite vers le bâtiment bardé de plomb. Des flammes étaient visibles à une extrémité, mais il semblait globalement avoir été épargné dans l'assaut. Elle entendit une explosion derrière elle. Ce qui avait été le bureau de Martin n'existait plus. Devant la porte du centre de remise en forme, Kate pointa son arme sur le verrou. « Inutile de gaspiller tes munitions !» dit Martin, arrivé à côté d'elle. Il passa son badge devant le lecteur et la porte s'ouvrit avec un claquement. Ils s'élancèrent dans les couloirs. Dévorée par l'anxiété, Kate repoussa à la volée le panneau de la chambre d'Adi et Surya. Une vague de soulagement déferla sur elle. Sagement assis à leur bureau, l'un en face de l'autre, les 2 garçons écrivaient sur leurs bloc-notes, sans se soucier le moins du monde du chaos alentour. « Les garçons, il faut partir !» Ils l'ignorèrent. Elle s'approcha d'Adi et le souleva. Certes, il n'était pas bien gros, mais il pesait tout de même une petite 30aine de kilos. Kate dut produire un effort pour le tenir dans ses bras, d'autant plus qu'il se débattait comme un beau diable pour attraper son précieux carnet. Elle le reposa au sol et lui tendit l'objet de sa convoitise. Illico, il se calma quelque peu. De l'autre côté de la pièce, Martin appliquait la même procédure avec Surya. Pour finir, ils traînèrent pratiquement les garçons au dehors. Cette fois-ci, Martin mena Kate vers l'autre côté du camp, à travers l'indescriptible cohue. Plus loin devant eux, il y eut tout à coup un échange de tirs qui dispersa la foule. À travers le rideau des corps en mouvement, Kate aperçut quelques bribes du combat entre des militaires espagnols et un groupe de survivants, où se mêlaient des gens qu'elle avait vus dans les cellules et d'autres arrivés un peu plus tôt avec le convoi. Au-delà de la mêlée, un drapeau bleu-ciel orné d'une orchidée se consumait dans la brise. Du fond de son sac à dos, Martin sortit un objet ovoïde verdâtre, avec une petite poignée courbe. « Tiens !» dit-il en le tendant à Kate. « Ton bras est en meilleur état que le mien. Si les Espagnols n'ont pas le dessus, nous n'arriverons pas à sortir d'ici. » Puis il tira d'un coup sec sur l'anneau de la goupille. En comprenant ce qu'elle tenait, Kate faillit tout lâcher. Mais Martin lui en serra la main entre ses paumes. « Lance-la !» La débandade autour d'elle gagnait en intensité. Des gens la bousculèrent, faisant tomber Adi au sol. La main du petit garçon lui échappa. La foule paniquée allait le piétiner. Sans penser à rien, Kate jeta la grenade en direction des grilles et des coups de feu, puis plongea au cœur de la mêlée. Comme elle prenait Adi dans ses bras, le son de la déflagration passa sur elle, porté par un souffle brûlant. Une nuée de fumée s'éleva. La multitude infléchit sa course, obliquant vers les grilles. Kate, Martin et les garçons suivirent le mouvement. À peine étaient-ils parvenus au portail de l'enceinte que les coups de feu reprenaient de plus belle, dans leur dos cette fois-ci. L'arrière du complexe donnait sur une petite route, qui plus loin rejoignait une autoroute. Malgré elle, Kate cessa de marcher, saisie par ce qu'elle découvrait. À perte de vue, des files de véhicules abandonnés encombraient toutes les voies de l'axe routier. Dans les 2 sens, les voitures s'étaient brutalement arrêtées aux abords du district Orchidée. Les portières étaient ouvertes, la chaussée jonchée de vêtements, de restes de nourriture en putréfaction, d'objets dont Kate ne parvenait même plus à déterminer la nature. Les gens avaient foncé ici pour trouver la sécurité, pour bénéficier d'un accès aux médicaments qui pouvaient leur sauver la vie. Si Kate, Martin et les garçons parvenaient à rejoindre l'une des premières voitures, alors ils pourraient fuir. Martin parut lire les pensées de Kate. Il secoua la tête. « C'est inutile. Cela fait des semaines que tous les réservoirs ont été siphonnés. Notre seule chance de nous en sortir, c'est de rejoindre la vieille ville.
Ils reprirent leur chemin au milieu du flot de fuyards. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.